Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Comme donc chaque mercredi, on vous donne la parole sur Studio Qualita et aujourd'hui, nous donnons la parole à des auditeurs qui veulent s'exprimer sur des sujets différents. Et nous commençons tout de suite avec David El-Kaïm. Bonjour David, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita. Et vous voulez nous parler un peu aujourd'hui, David, des rapports qui existent, plus particulièrement entre Israël et on va dire peut-être plus particulièrement des rapports initiés par le Premier ministre Benjamin Netanyahou et des pays d'Europe de l'Est. On a vu ce qui s'est passé dernièrement, ces derniers jours avec la Pologne, avec ce communiqué commun qui a fait beaucoup de bruit ici en Israël. Et vous voulez un peu nous parler de ces rapports qui existent aujourd'hui? Oui, absolument. Alors, ce qui me semble intéressant de faire dans un premier temps, c'est de rappeler un petit peu la généalogie de cette expression qui désigne les démocraties illibérales. Donc, en fait, cette expression a été forgée dans les années 90 par le politologue qui s'appelle Fareed Zakaria, et il désignait à l'époque les régimes qui se sont mis en place à la fin de la guerre froide, et qui sont caractérisés par une adhésion à l'économie de marché et à l'organisation d'élections, c'est-à-dire au respect des critères formels de la démocratie en ce qui concerne les élections, mais pas au respect des libertés politiques et individuelles. Le principal, architecte de ces démocraties libérales, c'était le dirigeant de Singapour, Lee Kuan Yew, qui parlait de valeurs asiatiques, reposant essentiellement sur le confucianisme. D'ailleurs, c'était contesté, mais qui utilisait ces valeurs asiatiques pour justifier une pratique autoritaire du pouvoir. Aujourd'hui, ce concept a été recyclé pour désigner des régimes populistes qui se sont développés à divers degrés en Europe de l'Est et en particulier dans les pays du groupe de Visegrad, c'est-à-dire la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la République tchèque. De façon concrète, ils sont caractérisés par la primauté qui est donnée à la souveraineté populaire, c'est-à-dire au résultat des urnes avec tous les aléas possibles, sur tous les autres principes de l'état de droit, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, le respect des droits de l'homme ou la hiérarchie des normes qui précisément placent les valeurs démocratiques dans la Constitution pour les mettre à l'abri des aléas électoraux. Et c'est dans ce contexte que dans ces pays-là, on a vu se développer des attaques contre le système judiciaire qui est accusé de bloquer les lois voulues par le peuple, contre les journalistes qui sont accusés d'être trop à gauche, entre guillemets bien sûr, contre les organisations de défense des droits de l'homme qui sont accusées d'antipatriotisme, encore une fois avec tous les guillemets qui s'imposent, voire contre les opposants politiques. Et il faut bien se rendre à l'évidence, ce type de dérive gagne du terrain en Europe, sur fond des crises des migrants ou de Brexit, mais aussi en Turquie et en Russie, avec la confiscation du pouvoir par le sultan Erdogan et le tsar Poutine, là aussi avec tous les guillemets, ou même dans une certaine mesure aux États-Unis avec Donald Trump. Et évidemment, on peut en déceler les signes avant-coureurs en Israël, sous deux formes notamment. La première, c'est les attaques contre les juges, les médias ou les artistes, ou même les ONG qui dénoncent les violations des droits de l'homme contre les Palestiniens ou les migrants africains. C'est des choses qu'on a vu sortir dans les derniers mois. Et comme exemple, il y a évidemment des projets de loi qui visaient à limiter les pouvoirs de la Cour suprême, qui a pour mission de faire respecter les lois fondamentales du pays, puisque en Israël il n'y a pas de constitution, mais il y a des lois fondamentales. Il y a aussi des projets de loi qui visaient à contrôler les financements étrangers des ONG qui dénoncent l'occupation de la Cisjordanie, et aussi des projets de loi qui avaient pour objectif d'interdire de filmer les soldats pendant les opérations contre les Palestiniens. Ça, c'est le premier volet, c'est ce que j'allais dire sur le plan intérieur. Et sur le plan extérieur, ça s'est concrétisé par le rapprochement entre le gouvernement de Netanyahou et les leaders des démocraties libérales. Alors, on peut citer Orban, Morawiecki, et avec toutes les précautions qui s'imposent, on n'est peut-être pas encore là, mais avec Trump. Concrètement, c'est des gouvernements ultra-conservateurs, obsédés par une forme de défense de l'Occident face à une menace islamiste. Et l'intérêt pour Netanyahou, c'est de pouvoir complètement laisser de côté la question palestinienne, contrairement à l'Europe de l'Ouest ou même au précédent gouvernement américain, de renforcer la pression sur l'Iran et de développer des relations économiques et commerciales. La polémique récente sur justement le rôle des Polonais dans la perpétuation du génocide pendant la Seconde Guerre mondiale en est l'illustration. C'est-à-dire que
Netanyahou pour battre en brèche l'idée que l'occupation de la Cisjordanie en fait contribue à l'isolation diplomatique d'Israël. Lui, il peut dire non, regardez, je développe les relations avec ces pays européens et c'est pas du tout grâce à moi que Israël est isolé. Enfin, Israël n'est pas isolé d'ailleurs. J'arrive à développer les relations diplomatiques, économiques et commerciales d'Israël malgré tout le reste. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est qu'il y a une stratégie de la part de Benjamin Netanyahou de se rapprocher de ces pays sur le plan, justement, en essayant de se rapprocher de cette politique qui est une politique donc d'accuser les médias d'être trop à gauche, essayer aussi de s'en prendre aussi au système de justice. C'est donc une façon délibérée de Benjamin Netanyahou de se rapprocher de ces pays. Alors, sur le plan diplomatique, c'est clair, ça fait clairement partie des axes de sa politique étrangère, j'allais dire, parce qu'en fait, quand il discutait avec Obama ou quand il discute avec les Européens de l'Ouest, très souvent, la question de l'occupation de la Cisjordanie revient, du règlement de la question palestinienne revient, donc même si ça bloque pas tout, loin de là, ça suscite quand même des petites crispations. Alors que les leaders dont je parlais, d'Europe de l'Est, eux, ça les intéresse pas du tout. Ouais. C'est pas une question pour eux. Non, voilà, c'est pas une question. À la limite, à travers les positions communes européennes, ils disent oui, on est pour la solution à deux États, mais ça va pas au-delà. Ils n'ont pas du tout l'intention d'en discuter, d'obtenir des gestes de Netanyahou, quoi que ce soit. Et l'autre aspect, c'est qu'en fait, comme ils partagent un agenda, j'allais dire, en bon français, qui en fait désigne la principale menace contre l'Occident ou l'Europe par les islamistes et les migrants, ça s'inscrit aussi dans tout un versant de la politique de Netanyahou. Alors pas tout, il ne s'agit pas de réduire sa politique à ça, mais c'est un des aspects importants. Oui, mais est-ce que c'est une stratégie qui est intelligente, si c'est vraiment sa stratégie, parce que ce ne sont pas non plus des pays qui ont une force diplomatique ou une force politique dans le monde très importante, et que on a à côté de ça des pays comme la Grande-Bretagne, comme la France, qui ont des politiques totalement différentes, on va dire, et qui elles font un peu un barrage contre justement cette stratégie. Alors, le paradoxe, c'est que, comme vous le dites, ces pays-là, si on reprend l'exemple de la Hongrie ou de la République tchèque, c'est sûr que c'est pas des poids lourds au niveau mondial, mais avec dans l'Union européenne, en fait, leur voix pèse presque autant, j'allais dire, que les voix de n'importe quel autre État de l'Union européenne. Ce qui est normal, ce qu'il ne s'agit pas de contester, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où il arrive à se faire des alliés dans l'Union européenne, quelque part, ça lui permet d'avoir une espèce de minorité de blocage, ou en tout cas une minorité à l'intérieur de l'Union européenne, qui va permettre de lisser les éventuelles critiques. On l'a vu au moment, en 2012, au moment de la reconnaissance de l'État palestinien, de l'admission de l'État palestinien comme État non membre de l'ONU, la République tchèque, par exemple, a voté pour, alors que la plupart des autres pays se sont abstenus ou ont voté contre, de l'Union européenne, pardon. Ouais. On ne voit pas quand même pour le moment un véritable rapprochement de ces pays vers Israël. On aurait pu imaginer, si ça avait été le cas, par exemple, qu'un de ces pays d'Europe de l'Est fasse passer son ambassade à Jérusalem, comme c'était le cas des États-Unis. Est-ce que c'est des choses auxquelles il faut s'attendre, d'après vous ? Alors ça me paraît pas impossible. Si je ne me trompe pas, la Roumanie, alors qui fait pas partie de ce groupe, mais qui en est pas très éloignée, la Roumanie l'a évoqué à un moment, de transférer l'ambassade à Jérusalem. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très possible, parce que en fait, quelque part, c'était purement symbolique, c'est-à-dire que les Polonais, ils n'ont pas grand-chose à perdre à faire ça, parce qu'ils n'ont pas énormément de liens avec les États arabes et avec les Palestiniens, donc ça leur coûte pas très cher. Donc voilà, et comme ça fait plaisir entre guillemets au gouvernement israélien actuel, ils sont favorables un petit peu sur un autre mode, avec le président Duterte des Philippines, qui lui n'est pas exactement non plus le premier démocrate de la planète et qui s'apprête visiblement à le faire également. Alors, dernière question concernant justement la Pologne et cette déclaration commune qui a été beaucoup critiquée, cette déclaration commune sur justement la responsabilité des Polonais pendant la Shoah, pendant l'Holocauste. Ça s'inscrit aussi dans cette même stratégie, d'après vous ?
Là, en fait, il s'agissait pour les deux leaders de réussir à trouver des formulations qui les satisfassent tous les deux. Donc, le président polonais Morawiecki, lui, il était sur une ligne très claire qui disait non, les Polonais ne sont pas responsables du génocide, ils en sont les victimes, ils ont été les victimes des nazis. Donc il s'agissait de dire, oui, il y a eu quelques Polonais qui ont collaboré avec les nazis et qui ont participé au génocide, mais c'est pas du tout la majorité. Les Polonais, il s'agissait d'inscrire dans la loi presque que les Polonais avaient été victimes et uniquement victimes des nazis, ce qui historiquement est faux. Comme dans tous les pays occupés, d'ailleurs en France c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui ont été victimes de l'occupation nazie, mais il y en a aussi qui ont collaboré. Et il ne s'agit pas de dire que les Polonais sont plus responsables que les autres, mais là il s'agissait dans la loi d'interdire de dire oui, des Polonais ou les Polonais, beaucoup de Polonais ont participé au génocide, ce qui historiquement est démontré. Et pour Netanyahou, il s'agissait à la fois de pouvoir continuer à développer des relations commerciales et économiques avec la Pologne, tout en quand même se retrouvant pas à serrer la main et à prendre dans ses bras des régimes quasi ouvertement un peu négationnistes et antisémites. C'était une formulation de compromis. Très bien, merci beaucoup de ces explications, David Elkaem. On peut dire que vous êtes analyste au Centre français de recherche sur le renseignement ? C'est ça, absolument. Et que vous êtes auteur aussi d'un livre. Exactement, qui vient de sortir, qui s'appelle « Histoire des guerres d'Israël ». Voilà, très bien. Merci beaucoup. On sait tout. Merci de votre intervention ce matin sur Studio Qualita, David. Merci à vous. À bientôt. Bonne journée. Voilà, nous allons continuer cette émission avec un autre sujet que nous allons aborder maintenant dans cette émission On vous donne la parole sur Studio Qualita, puisque nous allons parler de l'affaire de Madame Halimi, une affaire qui a été qui a eu un certain tournant avec la possibilité de voir le principal inculpé dans cette affaire ne pas être jugé. Nous allons en parler dans quelques instants avec quelqu'un qui suit de très près cette affaire, l'affaire de Madame Halimi, Sarah Katan, donc, qui va être avec nous en ligne. C'est le moment pour moi de vous rappeler que pour participer à cette émission de On vous donne la parole, rien de plus simple, puisque vous pouvez nous appeler sur notre boîte vocale au 050 430 80 20, 050 430 80 20, notre numéro de boîte postale, de boîte vocale, pardon. Vous nous laissez un message avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, et puis nous vous rappellerons pour participer à cette émission donc de On vous donne la parole. Et nous avons avec nous en ligne maintenant Sarah Katan. Sarah, bonjour. Sarah Katan, bonjour. Sarah Katan, excusez-moi. Merci, non, je vous en prie. Merci d'être avec nous ce matin. Et vous voulez nous parler de cette affaire qu'on suit aussi beaucoup en Israël, l'affaire de Madame Halimi, qu'on suit de très près. Et vous aussi, vous la suivez de très près avec ce rebondissement de ces derniers jours. D'abord, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé, ça date de 48 heures, hein, je crois. Alors, ça date de 48 heures. Disons que dans cette affaire compliquée, enfin dans le traitement en tout cas de cette affaire par la juge qui en a la charge, les avocats, notamment l'avocat des enfants de Sarah Halimi, a adopté une stratégie très précise, étant donné que la juge ne répondait que par ordonnance, qu'elle ne recevait pas les familles ni les avocats. Il en a à la fin un peu lassé, il en a référé à une instance supérieure, donc à la chambre de l'instruction, pour demander deux choses précises, pour demander la requalification en assassinat, parce que pour l'instant l'affaire Sarah Halimi est actée comme un homicide. Donc lui, il veut acter l'assassinat, c'est-à-dire la notion de la notion de préméditation, bien sûr, et surtout pour demander que la reconstitution ait lieu, étant donné que la juge, récemment, donc il y a exactement 4 mois maintenant, avait dit, par ordonnance toujours, avait notifié à toutes les parties civiles et au parquet que la reconstitution ne lui semblait pas du tout indispensable, vu que Traoré, donc celui qui a perpétré le crime, reconnaissait les faits. Et elle disait, parce que j'ai eu évidemment devant les yeux cette ordonnance, elle disait que la reconstitution fragiliserait davantage encore un personnage, donc Kobili Traoré, qui était déjà fragile et qui était en soins, etc.
Donc, étant donné que la reconstitution, évidemment, paraît à tout le monde très importante, face au refus, Maître Buchinger en a référé à une instance supérieure, à la Chambre de l'instruction. Il a été suivi en cela, c'est très important, il a été suivi par le parquet. Donc c'est très important tout de même que le procureur Molins aussi ait suivi et ait demandé à la Chambre de l'instruction de statuer sur la demande de reconstitution. Eh bien, la Chambre de l'instruction, contre toute attente, donc les a d'abord reçus une première fois en disant qu'elle rendrait donc son jugement définitif. Eh bien, vendredi, en effet, elle a dit qu'elle suivait la juge Anne Iouelou et qu'en effet, une reconstitution ne semblait pas nécessaire. Et que, donc, à partir de là, évidemment, tous les avocats étaient mais vraiment plus qu'offusqués, Bien sûr. parce qu'ils s'attendaient à tout sauf à ça, si vous voulez. Et quelle raison a été invoquée justement pour que cette reconstitution n'ait pas lieu? Alors, si vous voulez, pour l'instant, on en est à des supputations, mais de toute façon, la raison invoquée est claire. Elle n'a pas encore été envoyée par papier. Mais ce qui a été dit à toutes les parties civiles, c'est que, vous savez, la juge avait demandé une contre-expertise. La première expertise psychiatrique avait été menée par Daniel Zaguri, qui est un expert très reconnu en France. C'est lui qui, notamment, au vu de son expertise, elle avait été un peu contrainte. Je dis contrainte parce qu'on a l'impression vraiment qu'elle a traîné des pieds. Donc, l'aggravation, la circonstance aggravante pour antisémitisme avait été retenue à la suite de la première expertise, de celle de Daniel Zaguri, donc. Et soudainement, il y a donc 4 mois, la juge, je dis bien la juge, et non pas l'avocat du criminel. La juge a demandé une contre-expertise. Ça a été fait par la juge. Cette demande a été faite par la juge. Ouais. Oui, parce que pour quelle raison? Une raison? Elle a invoqué une raison? Elle a dit qu'elle voulait vérifier. Et elle leur a demandé, elle a simplement dit vous savez, c'est assez courant de demander une contre-expertise. En principe, c'est l'avocat du criminel, par exemple, qui leur a demandé. Vous voyez, bon. Et donc, dans cette contre-expertise, elle pose, avec sa demande, elle pose des questions, mais vraiment très, très, très précises. Je dirais presque, c'est subjectif, bien sûr, mais je dirais presque qu'elle exhorte à trouver toutes les raisons, parce qu'elle demande s'il est pénalement responsable, dans quel état il est, de faire connaître si on peut le soigner, si il représente un danger pour lui ou pour les tierces, etc., etc. Alors, l'expertise a été rendue, doit être rendue normalement le 10 juillet, mais il est évident que quand les juges ont reçu les parties civiles vendredi, ils avaient en main l'expertise, car 1 heure après, toute la presse l'avait de toute façon. Alors, ce qui est vraiment aberrant, mais ça se passe beaucoup comme ça, je ne sais pas si en Israël c'est comme ça. Les journalistes ont souvent les résultats. Ce qu'on appelle des fuites. Voilà, ce qu'on appelle des fuites. Donc, nous avons eu les résultats, si vous voulez. Et donc, la commission des 3 experts psychiatriques a conclu à une abolition du discernement de Kobili Traoré, là où le premier expert, Daniel Zaguri, avait conclu à une altération. Donc, avec une abolition, les choses semblent couler de source. S'il était dans une abolition du discernement au moment des faits, évidemment, il ne peut pas passer aux assises. Voilà, il ne sera pas jugé. Et donc, les avocats sont d'autant plus furieux, et les familles aussi, parce qu'eux vont être reçus mercredi prochain, c'est-à-dire dans 2 jours. La famille va venir d'Israël quand même. Finalement, ils vont être reçus mercredi 11 juillet à 10h du matin pour apprendre quelque chose que toute la France sait déjà. Et alors, est-ce qu'il y a... Alors, on n'en est pas encore là, puisque tout ça... Mais est-ce qu'il y a... imaginons que c'est vraiment le scénario qui va se passer. Est-ce qu'il y a après ça, encore un recours? Est-ce qu'il y a une possibilité de faire appel de ce genre de décision? Alors, Maître Buchinger, qui a été interviewé depuis dans plusieurs radios, dit qu'il demandera à son tour une contre-expertise. D'accord. Alors, une contre-expertise... Sur une contre-expertise.
Vous voyez? Ouais. Alors, Donc, moi, je ne suis pas juriste et je ne saurais donc vous dire, mais entre-temps, dans le journal où je travaille, mon boss m'a dit officieusement, et il parlait de sources sûres, comme on dit dans le métier, que sans doute Maître Buchinger serait dessaisi de l'affaire par la famille. Alors Maître Buchinger qui a fait un boulot extraordinaire, j'utilise ici un conditionnel car je ne l'ai pas vu. Oui, bien sûr. Mais Maître Buchinger qui a fait un boulot extraordinaire, qui a été notamment très très proche des 3 enfants de Sarah Halimi depuis le début, qui les a aidés à ce que le corps soit rapatrié très rapidement en Israël, qui les a aidés à tout point de vue et qui surtout a mené l'affaire. Vous savez qu'il y a un autre avocat qui a été choisi par la famille, c'est Maître Spinner, celui qui s'était occupé de l'affaire Ilan Halimi. Et donc peut-être, j'emploie là un conditionnel encore, peut-être maintenant, c'est Maître Spinner qui va entrer en jeu. Mais en tout cas, l'affaire pose aussi une énorme question pour nous en France. C'est le fait que nous avons tout ça s'est passé devant 28 policiers. Tout ça s'est passé en direct. Il y avait les voisins, il y avait des témoins, mais il y avait tout de même 28 policiers qui ont été sur les lieux 3 minutes après les faits. Après qu'ils aient été appelés, vous voyez, ils ont été présents. Or, ils ne sont pas intervenus. Donc c'est pour ça que pour nous, ça pose beaucoup de questions. Quel est, pour terminer très rapidement, votre sentiment général autour de cette affaire? Est-ce qu'il y a un certain malaise? On sent un certain malaise? Écoutez, sincèrement, je vous assure que je ne suis pas du tout adepte de théories complotistes et donc je n'en aimais pas du tout une. C'est un sentiment que vous me demandez que je vous livre. En France, en ce moment, depuis longtemps d'ailleurs, et je crois que tout le monde le sait, on est tout de même face à un déni, on occulte, on ne veut pas parler de ce que certains appellent le nouvel antisémitisme, l'antisémitisme musulman. On ne veut pas le reconnaître. On ne veut pas le reconnaître, il y a une crainte des réactions sans doute, une crainte qu'on peut peut-être comprendre, mais de toute façon, si on ne nomme pas les choses, on est tout de même face à un gros problème. Et quand vous me demandez mon sentiment, je vais faire un lien entre... Ça n'a rien à voir, mais pourtant ça a quelque chose à voir dans ce déni, parce que je vais lier à l'affaire Sarah Halimi, l'affaire Georges Bensoussan, dont vous avez peut-être entendu parler également. Qui a intervenu aussi chez nous. Voilà. Et donc, si vous voulez, finalement, c'est quoi le lien, le point commun entre ces 2 affaires? C'est tout de même vouloir nier que nous avons en France un problème. Georges Bensoussan a été traîné en justice pour ça, parce qu'il a osé relayer ce que disent les intellectuels musulmans, qu'il y a un antisémitisme musulman aussi. Et vous pensez que c'est lié, que c'est aussi lié à l'affaire Halimi? Sarah Halimi. Écoutez, je pense en tout cas il n'est pas normal qu'une affaire comme ça ne fasse pas plus de bruit. Depuis le début, elle a été, on a parlé de étouffée, on a parlé d'Omerta, elle a été totalement occultée. Un journal texan, on a parlé. La Belgique nous a interpellés. Nous, en France, nous n'en parlions pas. Très bien, merci beaucoup Sarah Catan de nous avoir éclairé, de nous avoir fait le point justement sur cette affaire Sarah Halimi, triste affaire quand même. Oui, très triste affaire en effet, oui. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Bonne journée à vous. À bientôt. Voilà, c'est la fin donc de cette émission. On vous donne la parole sur Studio Qualita. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que pour y participer, vous pouvez nous appeler au 054 130 80 20, le numéro de notre boîte vocale 054 130 80 20. Merci à Ariel pour la réalisation technique. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, mercredi prochain, pour un nouveau numéro de On vous donne la parole sur Studio Qualita. Bye bye. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita.